On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire tragique d'un roi de France, un roi dont le règne a été complètement défini par une maladie mentale dévastatrice, une folie qui a plongé son royaume dans un chaos indescriptible et qui l'amenait au bord de l'anéantissement. C'est sans doute son illusion la plus célèbre, la plus obsédante, une conviction si profonde qu'elle dictait absolument chacun de ses gestes, transformant le monarque en une sorte de figure spectrale, complètement prisonnière de sa propre fragilité imaginaire. Les chroniqueurs de l'époque, ils décrivent une terreur de tous les jours. Il faut s'imaginer sa peur, une peur constante, la sensation d'être sur le point de voler en éclats au moindre contact, à la moindre étreinte. C'est terrible. Mais attention, cette illusion du ver, ce n'était en fait qu'une facette de sa maladie. C'était un mal bien plus profond, totalement imprévisible, qui alternait entre des moments de lucidité poignante et des abîmes de démence absolument terrifiante. Ce qui rend cette histoire si tragique, au fond, c'est la perte totale de son identité. Il oubliait tout, son nom, sa famille, sa fonction de roi. Un jour, en regardant son épouse, la reine Isabeau de Bavière, il a demandé à ses serviteurs qui était cette femme qui le dérangeait. C'était un homme littéralement effacé de sa propre vie. Et pourtant, ce roi fou fut un jour un jeune souverain plein de promesses, porteur de tous les espoirs de son royaume. Pour bien comprendre la profondeur de sa chute, il faut d'abord connaître l'homme qu'il était et tout ce qu'il incarnait. Au début de son règne, on l'appelait Charles le Bien-Aimé. Ce surnom, il est rempli d'affection, d'optimisme, et il rend sa future descente aux enfers encore plus tragique. Le Bien-Aimé, qui deviendra, bien plus tard pour les historiens, Charles le Fou. Quel contraste. Sa jeunesse, pourtant, montrait une toute autre trajectoire. Après une régence dominée par ses oncles, des hommes assez avides de pouvoir, le jeune Charles prend les rênes à seulement 20 ans. Et il gouverne bien, il est juste, et le royaume de France respire enfin. Tout le potentiel d'un grand roi est là. Mais tout ça est sur le point de voler en éclats. On arrive maintenant à un événement capital, un seul jour d'été qui a marqué le début de sa folie aux yeux de tous et le déclin irrémédiable de son royaume. C'est un véritable point de non-retour dans l'histoire de France. La scène est presque cinématographique, et on la connaît avec beaucoup de détails grâce au témoignage direct du religieux de Saint-Denis, l'historiographe du roi qui était présent ce jour-là. Charles VI mène une expédition militaire. Il est malade, il est fiévreux, épuisé, et le soleil du mois d'août est absolument implacable. L'atmosphère est lourde, tendue. Et c'est là que le drame se produit. Un bruit, un simple bruit métallique, soudain, strident. Dans son esprit fiévreux, ce son devient le signal d'une trahison. Il est méconnaissable. Il se jette sur ses propres hommes avec une fureur meurtrière. Ce jour-là, dans la forêt du Mans, le bien-aimé disparaît, pour toujours. Parce que la maladie du roi, ce n'est pas seulement une tragédie personnelle. Non, c'est une véritable catastrophe politique. Ces crises récurrentes et imprévisibles créent un vide au sommet de l'État. Et les conséquences pour la France, elles seront dévastatrices. Le cœur du problème, c'était son inconstance. Charles alternait entre de longues, très longues périodes de folie et de brefs moments de lucidité. Mais ces moments de clarté, où il pouvait à nouveau gouverner avec sagesse, ils étaient de plus en plus courts, tragiquement éclipsés par de longues rechutes dans la démence. Comment est-ce qu'on peut gouverner un royaume dans ces conditions ? Et comme la nature a horreur du vide, le pouvoir laissé vacant par le roi a attisé toutes les convoitises. Son propre frère, Louis d'Orléans, et son puissant cousin, le duc de Bourgogne, se sont disputés le contrôle du royaume. Leur rivalité a atteint un point de non-retour avec l'assassinat de Louis en plein Paris. C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Et la France, déjà affaiblie, s'est déchirée elle-même. Alors que les princes français s'entretuent, un ennemi extérieur observe et attend patiemment son heure. Le roi Henri V d'Angleterre, il voit dans ce chaos une occasion en or, l'occasion de frapper un coup dévastateur. En 1415, à Azincourt, l'armée française est anéantie par les Anglais. C'est un désastre militaire, mais aussi psychologique. La fine fleur de la chevalerie française est fauchée, laissant une France exsangue, à genoux, vulnérable face aux exigences anglaises. 5 ans après Azincourt, arrive l'ultime humiliation. Les Bourguignons, qui sont maintenant alliés aux Anglais, contrôlent Paris et le roi malade. Ils lui font signer le tristement célèbre traité de Troyes, un document qui représente la trahison suprême, né du chaos de sa folie. Ce traité met en scène l'impensable. Le propre fils de Charles VI, le dauphin, c'est-à-dire l'héritier légitime du trône, est déshérité. L'héritier de la couronne de France n'est autre que le roi d'Angleterre, son plus grand ennemi. Charles VI, dans un de ses rares moments de lucidité, ou plus probablement sous la contrainte, renie son propre sang et livre son royaume. Alors concluons cette histoire en examinant l'état de la France à la mort du roi. Quel héritage a-t-il laissé ? Et comment est-ce que le royaume a bien pu se relever d'un tel désastre ?
À sa mort en 1422, voilà le visage de la France. Ce n'est plus un royaume uni, c'est une nation fracturée, littéralement coupée en deux. Le nord, y compris la capitale, Paris, est aux mains des Anglais et de leurs alliés bourguignons. Le sud reste fidèle au dauphin déshérité. Il y a maintenant 2 rois pour une seule couronne. Mais l'histoire de France est souvent pleine de rebondissements. Le fils renié Fiolor, lui, ne renonce pas. Et 7 ans après la mort de son père, son destin va être lié à celui d'une jeune femme tout à fait improbable, une certaine Jeanne d'Arc, qui le mènera jusqu'à son sacre à Reims, changeant ainsi le cours de la guerre. La folie de Charles VI nous laisse avec cette question, une question assez vertigineuse, l'effondrement d'une nation, une guerre civile sanglante, la quasi-disparition du royaume de France, tout cela découlant en grande partie de la maladie d'un seul homme. C'est une réflexion puissante sur l'impact de l'individu, et parfois de sa fragilité, sur le grand cours de l'histoire.